Oui. Non, c'est une bonne question parce que c'est toujours. Voilà, en ce moment, je suis en train d'écrire une pièce et c'est des questions que je me pose beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas évident en fait. Mais la dérive, comment dire, je pense qu'il y a un endroit pour moi qui est un juste milieu entre ce que tu racontes globalement du théâtre américain et du théâtre plus, on va dire, canadien ou européen. Et il y a Gruber, je ne sais pas si tu vois qui était Gruber, qui était un grand, grand metteur en scène, qui est mort il y a quelques années, mais qui est considéré comme un des plus grands metteurs en scène de tous les temps, comme Patrice Chéreau, comme Klaus Maria Gruber, je crois que c'est son prénom. Qui a fait des grandes, grandes mises en scène, des spectacles et tout ça, qui est vraiment une référence en Europe de tous les passionnés de théâtre. Il a dit un jour, il faut remettre les acteurs au centre du théâtre. Et il a dit ça parce qu'en fait, la toute-puissance du metteur en scène a pris à un moment donné, Trop. mais je pense qu'il y a eu une petite rectification j'ai l'impression qu'il s'est fait. Mais il y a un moment donné où en fait la mise en scène était tellement, comment dire, le metteur en scène était tellement sur un piédestal qu'en fait on allait de plus en plus voir des spectacles où il n'y avait, l'acteur était secondaire en fait, et où on voyait la vision d'un metteur en scène mais qui prenait toute la place sur le propos de la pièce ou sur le jeu de l'acteur. Or, le théâtre ne peut pas se passer difficilement, en tout cas le théâtre qui fait appel à des acteurs, ne peut difficilement se passer, à mon sens, de la puissance de ce qu'amène le jeu de l'acteur, pas juste par la performance, mais parce qu'il représente en tant que vecteur d'une parole. Euh, et voilà, c'était juste voilà, pour mettre une petite, temporiser la discussion. Mais c'est vrai, c'est une discussion qui a lieu depuis longtemps dans le théâtre. Et c'est vrai que, voilà, c'est vrai que globalement, quand même, je connais peu le théâtre américain, mais le peu que je l'ai connu, que je le connaisse, il est globalement bien moins dans sa création sur scène riche que le théâtre tel que tu le vois au Canada ou en Europe. Et quand tu parles qu'il y a eu une rectification, alors c'est depuis quand? Ces grands metteurs en scène, tu veux dire c'est l'époque de Chéreau, c'est l'époque de Gruber en France, où peut-être leur vision était un petit peu... Je pense que Chéreau, pour moi, Chéreau, il est en dehors de ça parce que les pièces de Chéreau, pour moi, même s'il y a toujours, souvent, il y a eu des décors, je trouve, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai connu de Chéreau, j'ai trouvé que toujours les acteurs étaient quand même s'il y avait un point de vue fort de metteur en scène, les acteurs étaient quand même extrêmement mis en valeur, extrêmement présents et à mon sens, à leur juste place. Mais il y a eu des choses plus conceptuelles, plus, je ne sais pas, des choses qui ont à un moment donné, on parlait plus des metteurs en scène que des acteurs et c'est pas normal. À un moment donné, Les stars. ouais, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, c'est pas eux qui sont sur scène, quoi. Je veux dire, je veux bien Ouais, qu'ils soient visionnaires, qu'ils aient des ouais. pensées, qu'ils soient extrêmement brillants, que tout ça, mais à un moment donné, sur scène, c'est des acteurs, quoi. Ouais. Ah, écoute, c'est un travail d'équipe, hein. Mais il y a l'autre chose aussi que j'aime beaucoup dans le théâtre européen, et je ne sais pas s'il y a un équivalent américain, peut-être que Parc peut nous illuminer. Il y a quand même la tendance du théâtre, c'est quoi, de La Cartouchière, Ariane Nouchkine. Ouais, Aussi, c'est inspiré par le théâtre de rue, là. On est vraiment au même niveau. On n'est plus en haut sur la scène, on est dans la rue avec tout le monde. C'est la commune, c'est
Et ça a été très, très fort. Et c'est une tradition qui vient de l'Italie, comment ça s'appelle, le théâtre dell'arte, et puis tout ça. Alors ça, je ne sais pas si ça existe aux États-Unis. Oui, en fait, pour moi, c'est Looking Glass, qui est vraiment comme ça, parce que c'est le Ah, j'adore, ouais. avec n'importe quoi. En fait, les objets de la maison, tout est possible avec l'imaginaire. Moi, je trouve vraiment c'est ça à Chicago. Il y a d'autres compagnies aussi qui font de théâtre avec de la magie de théâtre. J'oublie le nom. It's like Missing Object. Mais c'est souvent lié soit au théâtre physique, ce qui n'est pas le cas en France, soit le théâtre physique, soit le théâtre avec des marionnettes ou une combinaison avec des marionnettes et les comédiens. Mais Christophe parle justement de... Pardon, il y a de bruit derrière. Christophe parle justement de cette idée de l'auteur de théâtre qui est vachement rare aux États-Unis, mais qui met... c'est l'auteur au centre de tout, le metteur en scène. Ah, c'est ce que tu dis, parce qu'en fait, ici, c'est le culte de l'auteur, le culte du texte. Non, en fait, je parle de... Le metteur en scène devient l'auteur de théâtre. C'est comme... Et tout. La mise en scène, le décor, des fois le texte, adaptation, la vision, les costumes. C'est sa vision à lui. Dans le tout. Like, Robert Lepage est aussi un auteur de théâtre. Oui, mais de notre côté, la troupe de Robert Lepage, c'est bien documenté la manière qu'il travaille. Tout le monde participe à la création du texte. C'est pas un mode que je vois beaucoup ici. Je veux dire, on a des auteurs dramatiques. Hein? On a, comme tu as dit, Tracy Letts, on a August Wilson, on a... Alors, le texte, il ne change pas. Alors que des fois, le théâtre, ça peut être... Les comédiens arrivent ensemble et là, ils développent un spectacle. C'est physique, c'est le mot, c'est un petit peu plus participatif et donc ça bouge plus. On est loin du kitchen sink. Exact. But it's interesting. Il y a la vision de metteur en scène, la place importante qui a pris le metteur ou la metteuse en scène. Mais Caroline, OK, comment tu prononces son nom, Christophe? Moi, j'ai dit Caroline Nguyen. Nguyen. Nguyen pour toi. Alors, on prononce tout en français. Tu vois, j'avais raison. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je dis Nguyen si vous dites Nguyen? Non, Nguyen, Nguyen. Mais en anglais, on dit Nguyen. Ah, en anglais. Et tu dis Guiola ou Giola? Giola. Alors, ça, c'est une bonne question parce que à chaque fois, je ne sais jamais. Et je crois que c'est... Je crois que c'est Giela. Moi aussi, Giela. Écoutez, voici ce que je vous suggère. Oui, pardon. Est-ce qu'on peut voir le premier interview, écouter le premier interview de Caroline Nguyen ou Nguyen, et ensuite, on fera ensemble un petit commentaire. Vous nous ferez un commentaire sur théâtre et discrimination États-Unis-France. On enregistre le tout, donc on aura quelque chose pour nous. D'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je vois que vous faites l'enregistrement, mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit par rapport à... Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir des participants qui... Je vais t'écrire sur la chat line, OK? Where is my chat line? OK, because this is a... Alors, Derek, si tu veux commencer à préparer le truc... Aïe! Le premier ou... Ouais, attends juste une seconde. Cependant, je vais trouver ma chatline. Alors, je vais parler à Parc. Non, mais de façon très forte. Recording. We will post it. On va juste faire un enregistrement d'une discussion assez courte. Je vous présente et puis on publiera la discussion, d'accord? Et après, on se reparlera de la suite des ateliers.
J'ai Euh, un petit détail technique. N'hésitez pas à me dire si jamais, parce que la lumière, comme tu vois, est en train de baisser, si jamais on ne me voit pas bien. ah oui, ah oui, ben allume déjà. C'est bien, Christophe, je te Comme ça, remercie. Oui, oui. j'ai pas l'air d'un lapin. Ok. OK. Alors, je vous présente aujourd'hui avec nous pour l'atelier de théâtre sur théâtre et discrimination autour de l'œuvre de Caroline Guiola Nguyen. Nous accueillons Park Kraus, qui est ici à Chicago, et Christophe Veillon, qui est à Lyon, nos spécialistes du théâtre. Ils ont travaillé ensemble et se sont rencontrés au Théâtre du Rêve d'Atlanta, le seul théâtre français des États-Unis, et ont tous les deux beaucoup d'expérience, une longue expérience comme metteur en scène et, et en tant que comédien aussi. Nous avons commencé notre discussion pour parler de plusieurs différences entre le théâtre américain et français et aussi de ce qui se passe à Chicago, au Québec ou en France. Mais maintenant, nous allons regarder le premier chapitre disponible autour de l'œuvre de Caroline Guiola-Nguyen sur le site Festival Expérience. Donc, c'est le Festival d'Avignon qui n'a pas eu lieu cet été, mais qui nous partage avec nous le travail et les points de vue, les interviews très, très bien faits des grands noms de la dramaturgie française contemporaine. Madame Nguyen sera en interview en anglais, je crois, le 23 octobre à midi dans le Midwest, à 1h à New York. On vous dira comment écouter l'entrevue. Mais pour se préparer, regardons le premier chapitre. Derek, you can share, tu peux partager ton écran. Merci. Et avec l'anglais. Ouais. Dans une famille où on parlait vietnamien, où on parlait arabe, où on avait l'accent du Sud. J'arrive au théâtre, il n'y a ni vietnamien, ni arabe, ni accent du Sud. Je suis rentrée dans le théâtre. À la fois, c'est vraiment très fort pour moi de dire avec un amour et en même temps un désamour. Et en fait, en réalité, je suis toujours en amour et toujours en désamour de théâtre. J'ai grandi très longtemps dans ma vie sans avoir le théâtre. C'est par la sociologie, en fait, que je suis arrivée au théâtre. Et finalement, pourquoi? Parce que c'est cet exercice du regard. C'est le fait de sortir du cadre et de ne plus être à l'intérieur d'une chose, vraiment d'en sortir. Puis après, vers ça, je suis allée vers des études d'ethnocénologie, donc d'études des pratiques artistiques dans d'autres pays. Et après, je suis arrivée au théâtre. Mais j'avais 25 ans, en fait. J'avais 25 ans, je suis arrivée à l'école du TNS, je découvrais à 25 ans Tchekhov en rentrant dans l'école. J'avais très peu lu, même de classiques, si ce n'est ceux qu'on nous avait appris à l'école. Et au TNS, à la fois, il y a quelque chose qui m'a absolument passionnée, effectivement, de cette capacité tout d'un coup à pouvoir représenter le monde devant soi, à faire jouer des comédiens, à mettre en scène des histoires. Et puis il y a eu encore un moment où tout d'un coup j'ai été dépassionnée, mais même j'ai été tout d'un coup même haineuse en fait du théâtre. Tout d'un coup je n'y retrouvais plus rien de ma vie en fait autour de moi. Je grandis dans une famille où on parlait vietnamien, où on parlait arabe, où on avait l'accent du Sud. J'arrive au théâtre, il n'y a ni vietnamien, ni arabe, ni accent du Sud. Pareil sur du coup les acteurs qu'il y avait au plateau. Le théâtre se mettait à ne plus du tout aimer les histoires, les personnages, où on a l'impression que tout ce qui était de l'ordre social, la question sociale au théâtre était devenue complètement impure, c'est-à-dire en fait savoir si un personnage était femme de ménage ou si un personnage était patron d'une entreprise, ça n'était pas une question. Alors que moi enfin j'ai grandi absolument avec cette question sociale totalement proche et ancrée dans mon corps. Et donc tout d'un coup, c'est comme si on me désarmait du monde et qu'on me demandait tout d'un coup de faire de l'art. Et à ce moment-là, je détestais le théâtre. C'est d'ailleurs le cinéma qui m'a permis de revenir vers le théâtre. Je m'en souviens très bien que j'étais en crise, en réalité, à ce moment-là, et qu'il s'est passé deux choses dans ma vie très importantes. Il s'est passé que je suis allée au cinéma, que je suis allée voir La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche, et qu'en même moment,
et c'est là l'intelligence du coup des pédagogues à l'époque, c'est que du coup on m'a envoyé faire un stage avec Guy Alouchery, du coup dans le Nord, à Los Angeles, pour travailler en fait avec sur cette base 11-19, donc qui était la base où son père en fait, qui était ancien mineur, descendait pour prendre le charbon. Et il travaillait dans cette base, autour de la mémoire justement de ces anciens mineurs. Il s'est passé ces deux choses-là. Et donc quand je suis allée voir le spectacle quand je suis allée voir pardon le film d'Abdelatif Kechiche, tout d'un coup, je me suis remis à réentendre le monde. Tout d'un coup, j'avais cette scène qui est absolument une scène forte pour moi, qui était constitutive, où en fait les gens sont en train de manger un couscous, et tout d'un coup, les gens se mettent à parler arabe avec un accent de 7. Ils commencent à parler, enfin, il y a une espèce de vie comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça n'est pas ça que moi je peux faire en fait? Pourquoi est-ce que le théâtre s'empêche ça? Pourquoi est-ce que ça n'est pas, pourquoi est-ce que ça ne peut pas exister aussi au théâtre? Et donc, je me suis mis en fait à chercher ça, mais de façon complètement obsessionnelle. Et je me suis pas mis à chercher des scènes de couscous ou des repas de famille, c'est pas ça. Je me suis mis comme objectif tous les jours de ma vie à me dire, en fait, je veux ne plus avoir l'impression, quand je vais dans une pièce, dans une salle de théâtre, être absolument coupée et à l'extérieur de ce qui agite ma vie, des gens qui agitent, parce que sinon j'ai l'impression d'abandonner des gens. C'est vraiment très important pour moi de parler de cette question de la réconciliation. La réconciliation entre ce que enfin, cet espace en fait dans lequel j'ai grandi, mais dans lequel je suis encore, et je veux qu'il puisse épouser absolument le théâtre et du coup le faire exister sur un plateau. Et ça a aussi à voir du coup avec ce que je racontais sur ces cartes postales qu'Annie Ernaux dit, voilà, je veux réconcilier la femme, l'auteur qui écrit des lettres à ses parents, et l'auteur qui va écrire ses livres Goncourt. Je repensais parce que du coup j'ai un livre qui est là, que je vais vous montrer, qui s'appelle Regarde les lumières, mon amour, qui est un titre magnifique. C'est ce qu'elle dit à sa petite fille quand elle va en fait dans un centre commercial. Et elle lui dit Regarde les lumières, mon amour. Et elle raconte dans ce livre qu'elle aime les centres commerciaux. Et que, en fait, pourquoi? Parce que quand elle était jeune, du coup, bah, la sortie, c'était les centres commerciaux et qu'elle a appris à aimer ça. Et moi, j'adore les centres commerciaux. Mais vraiment, je m'y sens bien. Et ça, je sais que moi, on a plutôt là le discours ambiant, c'est de dire mais c'est l'angoisse, c'est l'horreur, c'est le temple de la société capitaliste tel qu'il y est. Évidemment, on est d'accord, tout ça, je suis absolument d'accord avec vous. Enfin, avec les gens, mais en même temps, j'avais besoin, moi, de réconcilier ça de moi. Par exemple, réconcilier cette part de moi qui, du coup, aime ces lieux-là et que, du coup, ces lieux peuvent même apparaître dans un spectacle, ou en tout cas peuvent dialoguer tout d'un coup avec l'espace du théâtre. Ils ne deviennent pas impurs. Comment on est jugé par oui, ce qu'on aime, c'est vraiment enfin, c'est le goût. Et c'est important d'aimer ses goûts. Moi, je vois même plein de gens autour de moi qui n'aiment, enfin, qui jugent leur goût ou qui sont jugés par leur goût. Je trouve ça toujours extrêmement violent, les gens qui jugent les goûts. Euh, Et il m'a fallu finalement beaucoup de temps pour que dans Elle brûle, j'ose mettre Julien Clerc et que dans Saigon, je mette Sylvie Vartan. Et je sais qu'à chaque fois, les gens me disent, mais oh là là, mais il y a Sylvie Vartan, dis donc, oh là là, bah, dis donc, c'est osé. Et c'est étonnant parce qu'à chaque fois, je me dis, bah non, mais en fait, j'aime Sylvie Vartan, j'aime cette musique, en fait, vraiment. Je pense qu'il n'y a rien de plus violent que d'être attaqué sur ce qu'on aime. Attaquer ce que j'aime, c'est attaquer ce qui me lie à la vie, en fait, ce qui me lie à l'autre, ce qui me lie à l'extérieur. Et l'art est un endroit de définition quand même du beau, il est complexe, mais c'est un endroit de définition, et donc on a... il faut apprendre à résoudre ça tout d'un coup quand on crée. Et du coup, c'est pour ça que je parle de la question de la réconciliation. Et donc, je ne sais pas si je pourrais penser, en tout cas, en termes de goût dominant. Ce que je sais, ce que j'ai vécu, c'est qu'il m'a fallu une lutte pour que tout d'un coup, ces goûts-là
que mon goût en fait puisse exister pleinement, quoi. Le lieu, c'est ce qui va me permettre tout d'un coup de rencontrer des gens. On va arrêter de partager l'écran, d'accord, merci. Merci. Elle est superbe, hein? Super. Oui. J'adore ce qu'elle dit sur les centres commerciaux. Parce que nécessairement, ma génération, notre jeunesse, on en a passé une partie au centre commercial parce que c'était le lieu de rencontre. C'était peut-être l'ancienne place du marché. Et je suis un peu inquiète pour la nouvelle génération parce que les centres commerciaux ici aux États-Unis, ils sont tous en train de fermer. C'est vrai. C'est pareil aux États-Unis, justement, les endroits de rencontrer les jeunes, parce que c'était les seuls endroits où on était permis, pas dans les bars, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. 18 ans, 21 ans. Ouais. Mais moi, je trouvais que c'était vachement intéressant dans tout ce qu'elle dit, surtout sur les centres commerciaux, c'est la tension entre l'amour et le désamour de chaque endroit, avec, je sais pas comment dire en français, but without being apologetic, it's like, ça existe. On accepte, on est là devant ce conflit, enfin, ce conflit dans tout ce qu'elle dit. Mais Christophe, peut-être tu veux dire quelque chose et Derek aussi, et puis on peut parler plus de... Ouais. On t'entend pas, Christophe? Ton micro, Christophe. Oui, voilà, je suis là. Il est de retour avec nous. Non, je disais, je vais répéter ce que j'ai dit dans mon coin, sous ma douche. Non, je disais que c'était oui, c'est hyper intéressant tout ce qu'elle dit parce que c'est une réalité, qu'on, si on est un peu, on observe un petit peu voilà, les scènes françaises, en tout cas, c'est en tout cas dans un certain théâtre. Après, si on va sur les scènes de stand-up, si on va sur les scènes qui sont vraiment, mais qui n'atteignent pas le même public que le théâtre dont elle parle, qui sont les grosses scènes de théâtre, du théâtre public et tout ça. Enfin, il y a effectivement une absence de représentativité, je ne sais pas comment on dit, des minorités qui est flagrante, quoi. Enfin, et notamment voilà, de tous ces gens, comment dirais-je, qui sont issus des minorités, à tous les on va dire, c'est toujours cette image qu'on a on va dire, si on prend la proportion de gens issus de l'immigration nord-africaine sur les scènes de théâtre, il n'y en a pas beaucoup. Si on prend les gens issus de l'Afrique noire, encore moins, et les gens issus de l'Asie, alors là, c'est carrément inexistant. Et, et bon, bah voilà, il y a des gens qui travaillent là-dessus, et notamment elle. Et tout ce qu'elle raconte, je trouve, c'est super concret, en fait. Parce que ce qu'elle dit, c'est qu'à un moment donné, elle a fait des études, elle était dans des choses plutôt, ce qu'on appellera universitaires. Et puis à un moment donné, elle est venue au théâtre, elle s'est retrouvée à Strasbourg, donc dans cette école de théâtre de Strasbourg, qui est l'École nationale de Strasbourg, qui est comme le Conservatoire national, mais à Strasbourg. D'art dramatique. Et là, elle s'est mise à vraiment découvrir la réalité du théâtre, voilà, jouer, mettre en scène, se confronter aux auteurs, le théâtre vivant, voilà, tout ça. Et en fait, elle raconte très bien cette chose devant laquelle elle s'est retrouvée. Je trouve qu'elle le dit très bien, quoi. C'est à un moment donné cette déconnexion par le fait d'avoir intégré un endroit qui, comment dire, donne petit à petit dans sa formation
des outils pour comprendre, pour appréhender le théâtre, pour pouvoir faire le théâtre, mais qui aussi peut avoir la faculté de déconnecter le théâtre de la réalité du monde. Après, c'est pas aussi... Bien sûr, c'est un résumé, donc voilà. Et elle, une des questions qui me venait à l'esprit, Christophe, c'est est-ce que ça existe du théâtre français écrit en arabe ou joué en arabe? il y en a... Non, enfin... il y a quelques passages dans Coltès, évidemment, c'est un auteur qu'on nomme toujours parce que c'est une référence en la matière, mais il y a quelques passages dans le Retour au désert, notamment, qui sont en arabe. Moi, j'ai joué un personnage dans le Retour au désert qui s'appelait Aziz, qui était un jeune maghrébin qui a des lignes, enfin des phrases, des dialogues, des interventions en arabe. Mais si aujourd'hui tu jouais ce rôle, toi qui es français, Aziz, qui est un maghrébien, est-ce qu'il y aurait des problèmes, comme on en a eu récemment, pour dire, ben écoute, c'est un personnage maghrébien, on le fait jouer par un maghrébien? Oui, il y en a eu. Alors, il y en a eu, et parce qu'en fait, Coltès, j'ai soulevé un truc sans vouloir, mais non, mais c'est intéressant parce que effectivement, c'est un vrai, ça aussi, pour le coup, c'est un sujet brûlant et d'actualité. Ouais. C'est parce qu'il y a eu tellement de crises récemment là-dessus. Oui. Et ça m'intéresse comme question parce que quand on commence à se limiter à jouer seulement qui on est, est-ce que ça vaut la peine? Tu veux peut-être jouer un rôle de femme, tu veux peut-être jouer un autre rôle, mais... J'en ai fait. Non, mais c'est une bonne question. Et c'est vrai, après, je vais laisser la parole aux autres, mais, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais alors, Bernard-Marie Coltès, dans son testament, enfin dans son legs, c'est son frère, François Coltès, qui s'occupe de gérer les droits des pièces et tout ça, d'accorder les droits et tout. Dans une des choses qui était mentionnée, c'est que les acteurs qui joueront les personnages étrangers dans mes pièces, notamment les personnages africains, les personnages noirs doivent être des noirs. C'est marqué dans son... C'est une des... comment dire la pièce peut ne pas se monter si... et d'ailleurs, il y a eu des problèmes. Il y a eu déjà des problèmes. Bon, moi, je faisais un... Comment dire déjà, c'était un contexte différent parce que je remplaçais un acteur. Enfin, bon, il y avait tout un truc. Et voilà. Mais c'est vrai que ça soulève des questions parce que, effectivement, il y a un manque de... Voilà, ces minorités ne sont pas assez représentées. Donc, du coup, si en plus Christophe Veillon se met à jouer tous les rôles écrits pour des Africains, ça va pas arranger les choses. Mais, Parc, alors aux États-Unis, comment ça se joue cette discrimination? C'est sûr que c'est un contexte complètement différent. C'est une question critique et importante depuis des années déjà, heureusement aux États-Unis, et surtout encore plus maintenant après le meurtre de George Floyd, après que les théâtres sont fermés. Alors on est tous dans une période j'espère, de se questionner, de se poser la question de comment on a, quand je dis on, je parle du communauté de théâtre, comment on a échoué en fait, non seulement la représentation des êtres humains sur scène, mais aussi dans les positions de pouvoir, aussi, que tout le monde soit à table. C'est ça qui est important.
Alors, moi, j'essaie de parler dans mon français, pas comme langue maternelle, mais bon, mais c'est une question vachement intéressante parce que maintenant, au fur et à mesure, il y a plus d'auteurs et qui sont, disons, non blancs, non hétéronormatifs, qui apparaissent dans le canon de théâtre, qui est très, très, très important. Alors aussi, les voix authentiques des auteurs comme Caroline Nguyen, qui avait son expérience de vie personnelle comme vietnamienne, je ne sais pas si elle est algérienne, je pense, enfin, Oui. arabe, du sud de la France, par exemple, représentée sur scène. Alors, c'est déjà une question de qui apparaît sur scène, déjà, les corps des êtres. Et comme on a, pendant trop longtemps dans le théâtre, il y avait une manque de représentation. On est vraiment dans une période de représentation nécessaire. Alors, c'est moi comme productrice, c'est mon travail de chercher, par exemple, s'il y a un personnage, il y avait un personnage dans une pièce d'un auteur français qui était Navajo. Alors, heureusement, on pouvait jouer sur Zoom. Alors, on a travaillé avec un comédien Navajo de la réserve Navajo, la nation Navajo, avec qui on a pu travailler. Mais c'était sur moi de vraiment, I'm going to find, il faut que je cherche un Navajo pour jouer un Navajo. Et là, c'est un moment très important maintenant. Peut-être on peut ouvrir la conversation différemment, d'explorer le théâtre différemment. Pourquoi une femme ne peut pas jouer un homme? Moi, je pense que tout est possible, mais maintenant, c'est un moment de... je ne sais pas comment dire, to commit oneself to a deeper, wider representation sur scène. Bon, c'est ça l'instant aux États-Unis. Et moi, je pense que c'est aussi un défi super excitant qui ouvre tellement de possibilités de générosité, de représentation. Mais c'est dynamique. C'est une question hyper dynamique aujourd'hui. Ouais. Et puis, désolée, c'était une longue. Non, non, c'est bien, c'est bien. Écoutez, est-ce qu'il y a une pièce, les mots, est-ce que c'est possible d'entendre les mots qu'ont écrit Caroline Guiola Nguyen? Est-ce que vous avez repéré une des petites pièces de théâtre qui sont offertes sur le site qui n'est pas trop longue? On pourrait peut-être terminer là-dessus et voir comment elle assimile et elle intègre ces identités qui sont multiples et complexes dans son théâtre. Je pense qu'on pourrait clore notre discussion là-dessus, mais je ne sais pas lequel qui est... Saigon, je pense, est un très bel exemple. Hein. C'est ce qu'on s'est dit. C'est Ça un dure, très bel exemple. ça dure 18 minutes comme ça. Aïe, 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 c'est un peu long. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu penses? Le Saigon de 23 minutes, je pense qu'on peut regarder au moins les 2 premières scènes qui démontrent un peu dans le truc. Et Derek, tu n'as pas répondu non plus. C'est vrai, Derek? À la question? Ah ouais. Oui, parce que ce serait bien de t'entendre, Derek. Ah oui. Moi, personnellement, j'ai trouvé l'entrevue très intéressante, mais aussi, je trouve que la question de la représentation est très importante. Et surtout maintenant, dans la société américaine, mais j'en ai entendu parler plus souvent dans le domaine du cinéma. Parce que, par exemple, il y a un manque de représentation pour les acteurs asiatiques. Et est-ce que vous avez entendu dire du film qui s'appelle Crazy Rich Asians? Ouais. Oui. Tous les acteurs sont d'origine asiatique. C'était vraiment en premier dans ce domaine parce que dans le cinéma américain, il y a des acteurs de différentes groupes raciales qui jouent des personnages asiatiques. Mais aussi pour les Noirs,
c'est la même chose, mais vraiment, je pense que c'est très important d'être représenté dans le Mais théâtre. Derek, je te pose une question parce que quand même, la raison pour laquelle tu es avec nous, c'est parce que tu aimes la culture française et la langue française. En plus d'aimer la culture et la langue allemande de par tes études. Attends un peu, il y a quelqu'un qui... Je vais essayer de ne pas perdre le fil. Alors, ma question est la suivante pour toi. Qu'est-ce que tu aimes de la culture française si on parle de théâtre? Est-ce que tu as pu étudier les classiques? Est-ce que c'est quelque chose que tu admires? C'est quand même le départ, je veux dire, tout en voulant accepter la représentation nécessaire et le réajustement qui se passe dans le théâtre maintenant. Qu'est-ce que tu aimes, toi, de la Ouais, culture française? Qu'est-ce qui t'a amené à la culture de la française? culture française, surtout la richesse de la culture française, mais aussi de l'histoire. Moi, je suis allé à Paris, mais aussi en Normandie. J'adore aussi mais c'est surtout des choses très classiques comme des vins, des pains, les boulangeries, quelque chose comme ça. Mais aussi, la première fois que je suis allé en France, j'ai entendu dire de la laïcité. Et j'ai eu beaucoup de discussions très importantes parce que je crois que les Français font face à la question euh, de diversité de religions très différentes par rapport aux Américains. Donc, quand j'ai quand j'ai continué à suivre mes études du français à l'université, j'ai lu des choses. J'ai même acheté un livre qui s'appelle Français. Et dans ce livre, il y a beaucoup de questions. Comment peut-on définir français qui appartient au nom de français? Donc, je pense que surtout, c'est la diversité de la francophonie. Donc, je pense que ce n'est pas seulement la culture française, mais le fait que, en raison de l'histoire, il y a beaucoup de personnes francophones. J'adore ce fait, mais ouais, c'est tout simplement ça. Merci, Derek. Je ne voulais pas te mettre sur le hot seat, mais, mais merci de ta contribution qui effectivement reconnaît que la culture française, maintenant, c'est la culture qu'on appelle aussi francophone, c'est-à-dire c'est des gens qui parlent français partout dans le monde, comme Caroline Guiola Nguyen, c'est-à-dire qui a des origines maghrébiennes, nord-africaines et asiatiques. Alors, Parc et Christophe, peut-être un dernier mot avant qu'on regarde quelques scènes de Saïgon pour entendre justement les mots de Caroline Guiola Nguyen. Oui, ben, je voulais juste rajouter par rapport à ce que Derek vient d'aborder. Il a parlé d'histoire et je pense que l'histoire est quelque chose de très, très important dans le sujet qu'on aborde, puisqu'évidemment, tout ce dont on parle est intrinsèquement lié à l'histoire, et notamment à l'histoire pour, en tout cas, la France et la francophonie des colonies, et donc du passé colonial de la France. Et, et, et Caroline Nguyen, voilà, en parle très très bien. Donc c'est... Merci Derek d'avoir été intervenu là-dessus. Oui, c'est ça le sujet justement qu'elle aborde, parce que dans la pièce de Saigon, on commence, on vibre entre la France et Saigon. Alors, elle est très théâtrale. Elle nous amène entre Saigon et la France, mais le lieu reste le même, ou l'idée de le lieu reste le même. C'est un café qui s'appelle Marie-Antoinette, qui est ouais,
1956 to 1996, 1956 jusqu'à 1996. Et puis, oui, c'est justement cette tension entre deux cultures différentes, mais les gens, comme elle en parle, mais qui est super touchant, c'est la vie et les arts, la réalité qui l'inspire, mais elle nous amène dans son monde artistique, son univers de théâtre, de création, à travers cet univers de théâtre incroyable. Alors, voyons voir. Mais comme Christophe a très bien dit, c'est l'histoire, c'est le dialogue entre l'histoire et aujourd'hui. Avec les langues qui se mélangent. Et ça, c'est vrai, comme on l'a évoqué, c'est très fort, je trouve. Alors, Derek, si possible, je ne sais pas si c'est facile d'identifier les scènes, mais essayons de regarder au moins peut-être la première scène pour voir un petit peu comment... Oui, 2 premières scènes, je pense que... Les 2 premières scènes? OK. Et après, on va revenir pour dire au revoir à tout le monde. OK? OK. Je m'appelle Lam. C'est moi que vous voyez en train d'essuyer cette table-là. Vous allez me voir partout. Celle que vous voyez en cuisine, c'est ma tante. Elle s'appelle Marie-Antoinette. On lui a donné ce nom-là à Saigon, le nom d'une impératrice, une reine. Ici, c'est son restaurant. C'est elle qui fait à manger tous les jours. Tous les soirs, après la fermeture, Marie-Antoinette pleure. Mais ça, personne ne le sait, personne ne le voit. Notre histoire commence en 1996 à Paris, au 18 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement, près de la gare de Lyon. L'embargo sur le Vietnam avait tout juste été levé par Bill Clinton et le gouvernement de Guemelin autorisait enfin ses expatriés, dits les Viet-Kieu, à repasser la frontière et à revoir leur pays natal. Pourtant, Marie-Antoinette ne se décidait pas à y retourner. Quand on lui demandait pourquoi, elle disait qu'elle avait peur, que son nom était sur une liste noire, qu'elle ne passerait pas les douanes. Il est impossible de savoir ce qui est vrai ou non. On se raconte beaucoup de choses quand on est loin de chez soi. L'histoire qui commence maintenant est celle que raconte Marie-Antoinette, quelquefois en français, quelquefois en vietnamien, souvent avec beaucoup de larmes. Bonjour Madame Tran. Bonjour Madame Boutier. Vous avez une nouvelle de mon fils? Alors, est-ce que je peux juste m'asseoir? Attendez, je fais. Juste une chaise. Voilà. Merci, merci. Asseyez-vous. Voilà. Vous avez une nouvelle de mon fils? Alors, j'ai demandé à mon mari et il ne sait pas qui vous êtes. J'ai fait ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je lui ai demandé, je me suis immiscée dans son travail, dans ses affaires.
Il ne vous connaît pas, ni vous ni votre fils. Si. Chồng của bà biết tôi mà. Alors, mon mari travaillait effectivement en 39 au secrétariat du gouvernorat de Cochinchine et j'ai fouillé dans ces affaires qui s'empilent à la maison. Il y a tous ces cartons, parce que nous partons bientôt. Vous savez ça? Je vous l'ai dit, que nous allons bientôt partir. Enfin, j'ai vraiment autre chose à faire que de fouiller dans les affaires de mon mari, dans son dos. Je vous en veux beaucoup. Si. Nhưng mà chồng của bà bắt con tôi đi. J'ai vu le nom de votre fils sur une liste. Feu Nam Tran. Oui. Dạ, đúng rồi. Voilà, j'ai cherché. Votre fils est bien parti de Saigon en 39. Il est parti pour la France. Vous savez ça, qu'il était parti pour la France? Oui, je sais. Ah oui. Oui, parce qu'il y avait eu une circulaire à l'époque. On recrutait des travailleurs. Chaque famille devait donner un fils pour aider la France. Et voilà. Merci, Derek. C'était bien de voir, après avoir entendu son entrevue, et maintenant de voir comment elle a développé ses scènes de théâtre, la langue et tout. Alors, peut-être un petit commentaire de Christophe et Parc sur le théâtre de Caroline Guyolan-Nguyen. Vos micros, mesdames, messieurs. Voilà, Christophe. Alors, peut-être on peut... Non, comment dire qu'est-ce qu'on peut dire brièvement D'abord, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Pour moi, je sais pas, ça me parle profondément, en fait. Ne serait-ce que le visuel, en fait, est très, très fort. Parce qu'on s'en va tout de suite, quelque part. Et quelque part où on est à la fois bien et à la fois on est dérangé, en fait. Par ce qu'on connaît. Il y a comme une dualité là qui est assez fascinante et qui crée de l'émotion assez rapidement. En plus avec cette voix qui raconte un peu comment dire, la chronologie un peu. Je trouvais qu'effectivement il y avait une intense mélancolie. Tu vois, il y a une mélancolie dans cette heure bleue et puis on est à Paris, on est ailleurs, il y a plus les ballons blancs, des choses très simples, mais cette musique. Ouais. La musique qui est tellement importante pour établir les atmosphères. C'est très atmosphérique, en fait, j'ai trouvé. Je m'excuse. Vraiment. Voilà, et puis après, cette femme qu'on voit... C'est déjà insupportable. Oui, voilà, bon. Elle n'a pas le bon rôle, on le sent. Ouais. Et cette belle... voilà, c'est tellement beau d'entendre une langue étrangère qu'on connaît parce qu'on a déjà entendu cette langue, mais à la fois on la comprend pas, enfin, sauf pour ceux qui la comprennent, mais moi je la comprends pas et pourtant ça me dérange pas de pas la comprendre, en fait. C'est-à-dire que ça va au-delà, en fait, de ça. Finalement, au fond, on comprend, en fait, ce qui est très bien, ce qui se passe. Sans saisir, voilà, sans saisir ce que veulent dire les mots, on comprend ce qui se raconte. Ça, c'est beau, c'est fort. Parc. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Ouais, c'est vrai que ça nous met tout de suite dans un monde à part artistique. Ça raconte, ça exige, ça tire des émotions de nous. On est là, mais dans une tension de ce qui est agréable et désagréable à la musique, les lumières fortes, les lumières qu'elle apparaissent, ces lumières apparaissent dans quelques pièces de Caroline,
Mais elle a aussi basé cet endroit à un restaurant vrai qui existe à Saigon. Alors, les couleurs, les teints, même l'espace, les tables, les lumières. Alors, elle est très, elle se rallie, elle est très liée aux espaces, aux endroits. Et c'est l'endroit souvent qui commence à nous raconter, qui commence à raconter quelque chose à elle, à son équipe. Et c'est à partir de là que cette histoire s'envole, en fait. Et ça, c'est très important, ça, c'est très intéressant de le voir et d'expériencer. C'est très, très puissant. Mais je continue à retourner à ces questions énormes qu'elle aborde, qui sont la tension entre l'amour et la haine, ou l'amour et le désamour de l'espace, des êtres humains, la représentation, les langues, le dialogue entre les arts différents. La vraie vie, on a quelqu'un qui cuisine, quelqu'un qui joue de la musique, et plus tard, il y a quelqu'un qui prend le micro à la fin de la pièce, par exemple, et chante dans le café. Alors, une rencontre des arts différents. Et enfin, elle représente sur scène ce qu'elle n'a pas vu représenter ailleurs, quoi. Ouais, et c'est très vrai. C'est ce qu'elle raconte sur d'autres passages quand elle parle de la puissance dans son travail, de l'importance des lieux et de ce que génèrent les lieux en général, qui sont souvent aussi la base de la conception, de l'élaboration de ces travaux. En fait. Et on le sent, on sent la puissance de l'endroit, quoi. Il est à la fois extrêmement concret, il est précisément très, très, très minutieusement, si on regarde tous les détails, c'est hallucinant, en fait. On pourrait fixer son regard sur un petit coin de la scène et rester pendant 15 minutes à regarder que ça, en essayant d'analyser qu'est-ce qu'il y a, quels sont les objets, quelles sont les couleurs, quelle composition. C'est génial. Et à la fois, même s'il y a cette chose très, très proche du réel, à la fois, on est dans quelque chose qui est justement ce dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas juste une représentation du réel, mais qui transcende le réel, enfin, qui emmène l'imaginaire ailleurs et qui grandit, voilà, qui grandit. Ouais, ça a comme une puissance mythique. On sent Voilà, qu'on est dans quelque chose de... On est dans le théâtre, quoi. on n'est pas dans l'anecdote. C'est ça. Et minuscule en même temps. Oui. Vivre entre les deux. Derek, tu as une petite réaction là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses un peu? Même si je l'ai regardé en tant que vidéo, je me sentais si j'étais au théâtre. Et ça, c'est ça la puissance de l'espace, de l'endroit. Ouais, c'était très puissant. Mais et j'adorais aussi l'emploi des lumières pour créer cette ambiance. Donc, elle est à la fois auteur et metteur en scène sur ses travaux, sur ses œuvres. Oui? Oui. D'accord. Bon, écoutez, je veux vous remercier. Je trouve qu'on a passé un très, très bon moment de théâtre ensemble et en compagnie de l'œuvre de Caroline. Alors, je remercie Derek, je remercie Christophe à Lyon, je remercie Park ici à Chicago. C'est dommage parce que je n'ai pas enregistré le tout début quand on parlait un petit peu plus du théâtre de Chicago et tout ça, le théâtre du Québec d'où je viens moi aussi. Mais je pense qu'on a un beau format. On va continuer peut-être différemment. Alors, je vais dire au revoir à tout le monde qui nous écoute.